tout le monde est jeune. C'est ça qui est très important, il faut le garder à l'esprit. Mais sur la revue, tout le monde était vraiment jeune. Donc voilà, donc on va célébrer un peu tout ça ce soir. Et pour vous donner un petit peu l'origine de ce programme jeune et du coup de ce travail autour de cette revue 90 degrés, il y a donc un peu plus de 2 ans, on s'est rendu compte qu'au sein du mouvement Colibri, il n'y avait pas toujours des jeunes dans les dynamiques qu'on lançait, ou en tout cas qu'ils n'étaient pas assez représentés à la mesure de leur place dans la société et de la place qu'on avait aussi envie de leur donner. Et c'est comme ça qu'on a co-construit ce programme jeune pour vraiment aller à la rencontre de jeunes, pas être dans une posture descendante, il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on leur explique, tout ça, mais vraiment plus de quoi les jeunes ont envie, à quoi ils aspirent, de quoi ils n'ont plus envie, et comment ils ont envie de pouvoir s'inscrire dans les actions qu'on propose, et comment on fait évoluer aussi nos projets et nos actions pour que les jeunes puissent s'y inscrire. Donc ce programme est né voilà, il y a 2 ans, avec cette aspiration, aller à la rencontre, soutenir celles et ceux qui portent des projets et des initiatives, et permettre aux jeunes de prendre la parole et d'être entendus. Et c'était voilà, dans cet objectif qu'on organisait évidemment cette Agora nationale pour donner la parole à des vrais jeunes, et qu'on réalisait ce 90 degrés pour justement permettre à des jeunes de choisir des sujets dont ils avaient envie de parler et de choisir la manière dont ils avaient envie d'en parler aussi. Donc voilà, je vous laisserai le découvrir, il est au niveau de la boutique. Et donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir introduire cette journée, mais je voulais évidemment remercier donc l'équipe qui a contribué à organiser cette soirée, mais pas que, puisque vous l'avez vu, vous le savez, vous allez tous venir demain aussi. Donc l'Agora nationale, c'est sur un peu plus d'une journée, donc il y a cette soirée aujourd'hui et il y a demain toute la journée qui sera vraiment plus une journée dédiée à des ateliers, une journée dédiée au récit. Voilà comment tous on envisage, on imagine l'avenir, un avenir qui nous correspond, un avenir qui nous fait envie et qui nous fait rêver. Et donc demain, voilà, il y aura encore plein d'autres choses à vivre ensemble. Donc voilà, je remercie l'équipe, Timothée et Laura spécialement, qui sont là, que vous avez certainement déjà rencontrés et vus. Je remercie aussi évidemment l'Académie du Climat qui nous accueille. C'est un lieu incroyable dont on profite beaucoup ces dernières années et qui, outre le fait qu'il soit très beau et très bien placé, c'est voilà, un lieu de rencontre et de partenariat intéressant. Évidemment les intervenants et Gabriel qui va animer un débat enflammé, c'est sûr. Vous pour votre participation. Et un partenaire aussi qui est très important pour nous, qui est la Fondation SNCF. Donc voilà, elles sont présentes avec nous, qui a été là à l'origine du programme Jeune. Sans elles, sans la Fondation SNCF, ce programme n'aurait pas vraiment vu le jour, en tout cas pas sous ce format-là, parce que là c'est quand même un gros programme pour nous. Et donc en plus on va pouvoir poursuivre ce partenariat et poursuivre le programme. Donc c'est pas une clôture qu'on organise et qu'on célèbre à travers cette Agora nationale, c'est vraiment plus un temps de rencontre et un temps de rencontre pardon, et un temps de célébration pour derrière engager une suite ensemble avec les jeunes, avec les partenaires et au sein de l'équipe aussi, puisqu'on poursuivra le programme Jeunes sur les 3 années à venir. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un bon débat et je vais vous souhaiter aussi, voilà, je vais vous inviter à regarder ce qu'a été le programme Jeune depuis maintenant un peu plus de 2 ans en vidéo. Alors c'est un résumé parce que ça a été beaucoup plus riche que ça, mais c'est déjà un avant-goût. C'est parti. De plus en plus tôt, nous nous sentons concernés et révoltés face aux crises multiples que nous traversons. Changement climatique, destruction du vivant, perte de confiance dans la démocratie et crise sociale. La nécessité de nous relier, de nous entraider, apparaît comme une évidence. C'est pourquoi le mouvement Colibri a créé un programme spécialement destiné aux jeunes. L'écologie et la transition font obligatoirement partie de je peux même dire, de nos valeurs en tant que jeunes. Je suis ingénieure de formation. Je fais partie de la génération qui a basculé, qui bifurque. J'ai été diplômée et le lendemain de mon diplôme, j'ai démissionné. J'ai envie de pouvoir avoir des enfants et de ne pas me dire « oulala, mais dans quel monde je les fais vivre ?» Mais j'ai aussi, c'est peut-être bête, mais une confiance en l'humain. Moi, j'ai besoin de créer un idéal où les gens sont heureux, c'est un monde qui nous permet de vivre avec les limites de la planète. J'ai l'impression qu'il y a
plein d'alternatives qui sont en train de se développer, qu'il y a plein de gens qui sont en action. Je pense que c'est une transition qui est d'abord personnelle sur c'est quoi la place que je veux accorder à mon travail, c'est quoi la place que je veux avoir dans cette société, notamment dans une société qui se réchauffe et qui va mal sur beaucoup d'aspects. Je ne sais pas si on sera la génération anxiété burn-out, mais je crois que c'est assez présent dans notre génération. Nous avons toujours eu la conviction profonde que c'est dans l'action collective que l'on transformera cette société. C'est pourquoi depuis 15 ans, nous proposons des espaces de partage et de coopération pour décupler la force des actions individuelles. Ce qui est riche dans l'Agora qui est proposé aujourd'hui par les Colibris, c'est qu'il laisse un espace de réflexion pour chacun, chacune, et toujours dans la dynamique des Colibris de ensemble, on va réfléchir sur soi, et du coup, ça nous fait tous progresser et toutes progresser. Sincèrement, je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé, qu'il y ait une réelle confiance, le respect de nos attentes, de notre point de vue. Les Colibris, ils repartent de là où on est, et ils nous accompagnent pendant la table ronde et pendant toute la journée sur là, toi, t'en es là, et bah, essaye d'aller un peu plus loin sur ta réflexion perso. À travers des actions concrètes, nous guidons les porteurs et porteuses de projets écologiques et solidaires et nous leur proposons outils, méthodes et réseaux. J'ai cofondé l'association Transitera qui vise à accompagner les éleveurs en situation de précarité pour leur apporter des solutions de transition écologique. Je suis accompagnée par les Colibris pour développer un projet d'escape game en pleine montagne pour sensibiliser sur l'impact de l'homme dans ce milieu. On nous donne vraiment confiance et beaucoup d'énergie pour monter notre projet, l'emmener jusqu'au bout. Et ça nous porte, il y a vraiment quelque chose une dynamique incroyable. Le réseau Colibri nous permettrait donc avec mon associé de toucher davantage de personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là. J'ai vécu plein d'émotions positives. Puis après, si on veut être plus pragmatique, plein de clés et d'outils. Nos événements sur l'ensemble du territoire proposent des rencontres avec de nombreuses personnalités inspirantes. Des forums, des ciné-débats, des ateliers. Les thèmes sont variés. Ils concernent la démocratie, le travail, l'alimentation ou encore le changement intérieur. Les jeunes générations veulent plus que jamais s'engager dans la bascule de notre société. Nous sommes là pour les écouter, les accompagner et les soutenir dans leurs projets. Alors comme Gaël, Joachim, Manon, Emmanuel, Naïm et bien d'autres encore, rejoignez le programme jeune du mouvement Colibri. Et ensemble, construisons un nouveau monde. Je suis partie avec le micro, mais je t'en ai quand même laissé un certain nombre. Tiens, je vous laisse les Pauline. Hop. Bonjour à tous. Bienvenue à cette soirée débat qu'on va commencer dès maintenant. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Gabrielle, j'ai travaillé chez Colibri pendant quelques années, notamment auprès du réseau des écolieux qu'on appelle les Oasis. Je continue à travailler pour eux dans une structure qui s'appelle la coopérative Oasis. Mais j'ai gardé des liens forts avec Colibri et j'ai notamment eu la chance de coordonner la rédaction de ce numéro de 90 degrés qu'on a effectivement décidé de consacrer à la jeunesse. Le premier problème qu'on a rencontré, ça a été la définition de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse, à part d'être jeune, c'est-à-dire d'avoir entre 18 et 25 ans, et encore, ça va un peu avant, un peu après. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas essayer de définir, qu'on allait appeler des jeunes dont c'était le métier d'écrire. On allait leur demander effectivement de parler d'eux et de parler de leurs camarades. Donc ce soir, on a 2 journalistes qui ont contribué à 90, c'est Pauline et Aude. Il y en a 4 autres qui ont contribué, qui ne sont pas là. On a aussi d'autres vrais jeunes qui sont venus. Et l'idée, c'est de prolonger la discussion qu'on a ouverte avec le 90 en direct pour demander à ces jeunes gens ce qu'ils font et ce qu'ils sont aujourd'hui dans ce monde, comment ils décident de s'engager. Si on a vu énormément de diversité avec ce 90 degrés, il y a une chose qui apparaissait comme être commun à toutes ces jeunesses, c'était de l'envie de faire un peu autrement que la génération d'avant. Après, il y a plein d'autrement différents, il y a plein de voies qui sont tracées aujourd'hui, mais il y a une vraie envie de changer. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer le micro à ces jeunes filles et garçons qui sont là pour leur demander ce qu'ils font, comment ils abordent la vie, le travail et comment ils s'en sont sortis jusqu'à aujourd'hui, comment ils voient l'avenir.
On va commencer avec Pauline Fricot. On va se tutoyer, hein, moi aussi je suis jeune en fait, donc ouais, on fait ça. Pauline, tu es journaliste, tu t'es formée à Lille dans une filière scientifique d'une école de journalisme. C'est ça. Et tu as décidé de commencer ta vie professionnelle avec une plume en étant journaliste professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors oui, c'est ça. Je suis journaliste scientifique. J'étais donc formée à Lille. Alors pourquoi journaliste? C'est ça la question. Alors c'est une question difficile, je ne saurais même pas vraiment comment y répondre. C'était un peu un rêve d'enfant, comme certains rêvent d'être astronaute. Moi j'étais vraiment fascinée par cette image du journaliste qui est sur le terrain, qui va essayer de chercher la vérité, de rendre visible l'invisible et de donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas. Donc c'est vraiment ça qui m'animait. Et dès le départ, j'ai toujours associé ma profession, ma future profession, je l'ai toujours envisagée comme un levier pour m'engager. Et donc, alors certains, petit à petit, quand ils grandissent, ils laissent de côté leur rêve d'enfant. Mais moi, c'est pas arrivé. Pourtant, j'ai essayé parce que je savais que c'était pas facile d'être journaliste et l'avenir m'a donné raison. C'est pas facile d'être journaliste aujourd'hui. Donc, j'ai cherché d'autres voies, mais bon, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose d'autre qui m'animait. Qui me permettait aussi de vivre pleinement mon engagement. Donc, je suis journaliste par passion, mais aussi par défaut, du coup. Et pourquoi l'écologie? Alors, c'est venu. Alors, je savais que je voulais être journaliste, ça c'était certain. Mais petit à petit, quand j'étais arrivée en licence, donc je commençais tout doucement à vouloir préparer les concours de journalisme. Et là est arrivée la COP 21 avec l'accord de Paris. Donc, on était en 2015. Et là, l'écologie est arrivée sur le devant de la scène. Avant, on n'en entendait pas vraiment parler dans les médias, je trouvais en tout cas. Après, j'étais jeune, donc disons que je m'informais moins qu'aujourd'hui. Mais du coup, j'ai vraiment été confrontée beaucoup plus frontalement à la question climatique et je me suis rendu compte, en fait, de l'immensité de cette question-là. En fait, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses qui concernaient notre avenir, et qu'on n'en parlait pas. Et donc on parlait climat, mais petit à petit je me suis renseignée, je me rendais compte qu'on ne parlait pas biodiversité, qu'on ne parlait pas des questions des déchets par exemple, et c'est devenu évident que j'allais me spécialiser en journalisme écologie. Mais je me suis rendu compte, en fait ce que je savais à cette époque-là, c'est que je ne savais rien sur le sujet, donc j'ai décidé de faire un master en écologie et gestion de l'environnement que j'ai fait en Inde et en France, parce que je voulais vraiment pouvoir étudier les deux côtés de la question, enfin dans deux régions différentes. Et après, j'ai donc fait mon master en journalisme. Voilà. Allô, oui. Donc rendre visible l'invisible en écologie, ça c'est la voie que tu as empruntée. Maxime, toi tu es un peu plus jeune, tu as 22 ans, mais tu as déjà 22 ans de scoutisme derrière toi. Et tu es rapidement devenu représentant d'autres jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est et concrètement en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et toutes et merci d'être là. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc, je m'appelle Maxime Michaud, j'ai 22 ans. Je vais vous parler ce soir d'une expérience qui n'est pas professionnelle. J'ai toujours eu cette expérience dans le bénévolat. Donc effectivement, je suis scout depuis moins de 22 ans, mais depuis bientôt 15 ans. Et chez les scouts, il y a quelque chose qu'on fait vivre très rapidement à 16 ans, c'est la boucle démocratique. Et la boucle démocratique de la jeunesse, par et pour les jeunes. Et moi, j'en ai bénéficié. Parce que j'ai découvert très rapidement la gouvernance associative, les assemblées générales, et puis je suis devenu du coup jeune représentant. Donc j'ai fait différents événements, et puis petit à petit, sans projeter quoi que ce soit, l'association m'a fait monter en compétences et m'a appelé pour être missionné sur des missions de solidarité internationale. Enfin, j'ai d'abord été élu, et puis ensuite on m'a demandé de faire de la formation. Et notamment effectivement sur nos programmes de représentation internationale jeunesse. On a cette culture de dire qu'on est un mouvement d'éducation des jeunes par les jeunes, de pair à pair. Et donc c'est très important pour nous d'avoir une représentation qui est faite par les jeunes. Alors il y a aussi des représentations médiatiques, institutionnelles, qui sont des fois moins portées par des jeunes. Mais en tout cas, on a cette volonté de faire témoigner les jeunes sur comment eux ils ressentent le scoutisme, qu'est-ce que ça change dans leur vie. Et donc c'est comme ça que je suis devenu jeune représentant au niveau international. Et donc tu parlais de la COP 21, et c'est vrai que moi une première grosse expérience, ça a été la COP 26, où j'ai été représenté le scoutisme mondial sur l'événement.
On pourra en reparler après, mais ça a été un événement marquant et qui m'a notamment poussé après à m'engager au niveau européen avec Martina qui est ici au premier rang en tant que jeune délégué du Conseil national de la France, du Conseil national de la jeunesse français, pardon. Et on a été donc du coup pendant 18 mois sur un trio de présidence du Conseil de l'Union européenne, avec des représentants ministériels, dont Séverine qui est là-bas ici, sur une campagne qui portait sur la co-construction de politiques publiques. Donc on pourra en reparler, c'est compliqué, n'hésitez pas à venir me voir après les échanges. Donc c'est un processus qui est dans l'Union européenne, institutionnalisé, qui permet de faire dialoguer des jeunes avec les décideurs politiques européens pour la co-construction de politiques publiques. Et il y a des thèmes qui sont définis, et sur les derniers 18 mois, notamment portés par la France, il y avait cette idée d'une Europe durable et verte et inclusive. Et donc ça a été ce qui a animé nos débats pendant 18 mois. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué, pour laquelle j'ai aussi arrêté mes études pour me consacrer à mes engagements bénévoles, pour essayer d'aller vraiment toucher le fond de là où je voulais aller, de ce que je pouvais apporter, et j'en retire beaucoup de bénéfices. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, je suis diplômé en gestion de projet événementiel, ce qui n'a rien à voir, mais ce qui m'a ouvert aussi les portes sur plein d'aspects de vie professionnelle et d'autres mondes. Et puis, je suis chef scout encore en Auvergne, donc j'ai mon BAFA. Voilà, j'estime que mon engagement, il se vit avant tout auprès des jeunes, et dans l'éducation à la nature, l'éducation à l'inclusion, aux autres, à faire société ensemble, le savoir-être et le savoir-vivre. Et puis je continue aussi mes mandats de représentation pour l'association au niveau national et international en représentation extérieure, pour essayer d'aller porter justement ces visions sur l'éducation non formelle qu'on a dans le scoutisme et le guidisme en France. Et puis tu nous avais posé aussi la question de nos motivations à l'engagement. Et moi, ma motivation à l'engagement, comme je disais, elle est venue naturellement par cette éducation scout que j'ai eue à côté de l'école. Et dans le scoutisme, je ne sais pas s'il y a des friands de scoutisme ce soir avec nous. Et on a ce fameux geste qu'on voit souvent dans la culture populaire. Et donc ça, c'est le geste, le symbole de la promesse scout et guide à travers le monde. C'est ce qui nous unit. Et en fait, il y a une signification derrière ce geste-là. C'est 3 piliers du scoutisme quand on s'engage au sein de la communauté scout et guide. C'est le devoir envers soi, donc trouver sa place. Le devoir envers les autres, une fois que nous, on est aussi à l'aise avec ce qu'on veut faire. Alors le devoir envers Dieu, alors il ne faut pas prendre peur. Envers Dieu, ça veut dire en fait ce qui nous élève. Tu nous parlais aussi peut-être de motivation métaphysique. C'est dans le scoutisme, voilà, on a une approche spirituelle de dire, quelle que soit notre croyance, on a cet exercice de chercher ce qui nous dépasse, ce qui nous élève spirituellement. Et ensuite, ces 2 doigts-là, ce qui est compliqué à faire, c'est le plus fort qui protège le plus faible. Donc ça, c'est des fondements qui sont assez simples et qui guident nos engagements dans le scoutisme et le guidisme. Donc moi, je cherche toujours à faire vivre ma promesse, que ce soit pour les scouts et guides de France ou pas. Et j'en arrive pile à 5 minutes, donc je rends la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc de la forêt aux Nations Unies, tu fais le grand écart un peu tous les jours encore. Merci. Effectivement, pour préparer cette table ronde, je vous ai demandé de réfléchir à vos motivations et vos motivations métaphysiques. Donc voilà, vous l'avez compris comme vous le voulez. Julien, toi, tu es maraîcher municipal sur un ancien terrain de foot. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de tes motivations métaphysiques liées à cette activité ? Ouais, alors métaphysique dans le légume, bon, moi je vais me débrouiller. Du coup, je suis Julien, j'ai 27 ans, je suis maraîcher depuis 1 an et demi à Kems, comme le jeu de cartes. Ouais, en général, ça fait un peu rigoler. C'est en Alsace, entre Mulhouse et Bâle. Et donc je suis maraîcher municipal, donc je suis salarié d'une mairie et d'une assos, et on fait des légumes pour la cantine du village et pour l'assos, qui est une épicerie bio locale solidaire. On fait de la production et on anime aussi des groupes de jeunes qui sont du village et aussi un petit peu d'ailleurs des villages autour pour les reconnecter à la terre, faire en sorte qu'ils se mettent de la terre sous les ongles et qu'ils comprennent qu'une carotte ça pousse dans le sol, qu'une tomate ça se cueille et que tout ça vient pas que du supermarché. Et il y a un peu de boulot.
Concrètement, moi aussi j'ai mon BAFA, je fais aussi un peu d'animation. J'en ai fait beaucoup. Donc j'ai un peu la double casquette. Donc le matin, je vais planter les épinards. Là, jeudi, j'ai planté les épinards, par exemple, toute la matinée. Et après, on a ramassé des tomates un peu. Et puis l'après-midi, on a accueilli des groupes d'enfants avec qu'on a fait travailler. Donc ils ont, avec moi, fini de planter les épinards, par exemple, et arraché les patates douces, puisqu'on est à l'époque de la récolte. Je ne suis pas issu du milieu agricole, mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Je n'avais pas de lien particulier avec ça, si ce n'est que j'ai grandi à la campagne, si ça peut être un lien avec la... Mais je n'ai pas non plus passé beaucoup de temps dehors. Moi, j'étais plus sur les ordis. Et c'est arrivé à l'époque de la fac où j'ai un peu pris conscience de plein de choses, où je me suis ouvert un peu au monde grâce à cette merveille de technologie qui est Internet et un téléphone et un ordinateur, et où je me suis dit, ah tiens, finalement, ça se passe pas tout à fait comme je l'imaginais, ou comme je le vivais, en fait. La réalité du dehors, elle est différente de ce que je vivais. Donc, il y a eu une recherche un peu de vérité, ou en tout cas une recherche de la vérité, de savoir comment que c'était fait. Et ce qui m'a amené à comprendre, à chercher à comprendre comment on produit des aliments et a priori des légumes. Puis comme je suis végétarien, ça aide bien, ça me fait des légumes gratos, donc c'est bien. Et voilà, j'ai commencé il y a 1 an et demi. J'ai été installé par des gens sur le village qui cherchent à ramener de l'autonomie alimentaire sur le village. Donc ça, c'est un gros mot pour dire que on mange des choses qui sont produites chez nous, quoi, et pas des trucs qui viennent d'Espagne ou de plus loin. Voilà. Et ouais, on a récupéré, donc grâce à la mairie, on a mis la main. La mairie nous a mis à disposition un ancien terrain de foot, donc on a récupéré des espaces improductifs sur le village pour en faire des espaces productifs, quoi. Et on s'étend petit à petit, on double les surfaces tous les ans pour avoir de plus en plus de légumes, de bons légumes bio. Et je fais aussi partie d'un réseau qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant, qui est un groupe de maraîchers nationaux qui cherchent à ne plus travailler le sol, à plus faire de labour et à travailler sur des sols qui sont en vie. On aura le temps d'y revenir s'il y en a à qui ça parle. Le métaphysique, ouais, voilà, moi je suis un peu au plancher des vaches, hein, la terre c'est bien, voilà. Suivant. Merci beaucoup. Suivante. Oui, on va passer à Aude. Ouais, c'est bon. Aude, toi, tu es aussi journaliste, donc tu as aussi contribué à la revue 90, mais tu es un peu plus jeune que Pauline encore. Tu viens d'être diplômée de l'école de journalisme de Bordeaux. Donc raconte-nous là, au moment de ta vie où tu es, est-ce que tu as envie de continuer sur cette voie voilà, comment est-ce que tu as envie de te lancer? Alors, ça marche? Oui. Du coup, bonjour. Je suis à un grand moment qui s'appelle l'insertion professionnelle, auquel on ne m'avait pas assez préparé. Non, mais oui, j'ai toujours envie, bien sûr, surtout après les 2 ans que je viens de faire, donc je viens de terminer mon master. C'est vraiment étrange, c'est un petit témoignage, c'est vraiment étrange de se lancer dans le monde du travail après ce qu'on réalise être, 20 ans dans le système scolaire. Et du coup, j'ai un peu l'impression de redécouvrir la vie différemment. J'ai déjà travaillé, j'ai déjà eu l'occasion de travailler des étés ou quoi, mais c'est vraiment encore différent. Même des stages, de tout. Et donc en plus, là, moi, je me lance dans une activité de journaliste indépendante. Et je débarque un peu dans le monde du travail avec tous mes rêves et toutes mes attentes sur ce que j'ai envie de faire et beaucoup d'espoir. Et aussi quand même une certaine notion des réalités auxquelles je me suis préparée. Et le fait est que c'est difficile de s'insérer professionnellement dans ce milieu-là, surtout quand on a des valeurs, je pense, importantes. Dans le sens où moi, j'ai toujours voulu faire du journalisme pour défendre un certain nombre de choses qui me semblent, pour parler du réchauffement climatique, pour parler des gens dont on ne parle pas, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, des classes populaires, des personnes, des catégories de personnes les plus discriminées. Je dis ça un peu dans le tas, mais en gros, j'ai toujours voulu faire ce métier-là spécifiquement pour écrire sur ces sujets-là. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que dans la presse généraliste, je trouve que c'est quand même difficile de trouver une place pour parler de ça. Donc moi, j'ai très envie de travailler avec les médias indépendants, qui travaillent essentiellement avec des pigistes.
Mais j'ai plein de questionnements, en tout cas à ce stade de ma vie, qui traversent mon esprit de est-ce que si je me mets à parler uniquement, à écrire uniquement pour des médias indépendants qui sont déjà convaincus eux-mêmes, est-ce que je tombe pas dans une boucle de je prêche des convaincus? Est-ce que je dois quand même tenter de faire mon chemin à travers de la presse qui laisse un peu moins de place à ces thématiques-là, en essayant d'amener petit à petit une forme d'engagement quand même dans mes articles. Enfin, je suis à un moment de vie avec beaucoup de questions, alors que normalement je suis censée répondre à tes questions. Mais voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi le journalisme? Pourquoi j'ai choisi le journalisme? Justement, alors j'ai toujours aimé écrire. Donc c'est un peu classique. Il y a un peu 3 métiers quand on tape sur Google. J'aime écrire, quoi faire, prof, journaliste et écrivain. Voilà. Je me suis dit journaliste c'est pas mal. Et au-delà de ça, j'ai toujours eu envie de donner la parole à des gens, d'écrire des histoires vraies. Et j'écoutais ton témoignage, Pauline, et votre témoignage sur comment j'ai commencé à m'intéresser au sujet écologique, comment c'est quelque chose. Et je sais pas en fait, je sais pas trop. Ça m'a toujours semblé une évidence que c'était important. Enfin, c'est tout comme tous les sujets qui ont trait aux discriminations, aux classes. Pour moi, c'est toujours la même chose en fait. C'est l'humain et c'est le vivant. Et donc ça m'a toujours semblé une évidence qu'il fallait le défendre d'une certaine manière. Et je sais que je suis pas mal à l'écrit, on va dire. Et je me suis dit que c'était mon arme en tout cas pour tenter de le défendre. Ça c'est quelque chose qu'on voit, même moi, je suis pas si vieille, mais ma génération, c'était pas une évidence l'écologie, du tout quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça en commun sur la génération qui vient, c'est pas une question nouvelle, elle s'impose. Maxime, on va finir avec toi. Toi, tu as fait des études de com, je crois, j'ai trouvé ça sur Internet. Et ensuite, tu as été hyper actif dans plein d'associations qu'on connaît, Alternatiba, Extinction Rébellion récemment. Et aujourd'hui, tu te définis comme artiviste. Alors, c'est un terme qu'on a mentionné dans le 90 degrés. Donc, on a un peu abordé. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Ouais, si ça te va, j'y répondrai à la fin. Et je vais raconter comment est-ce que j'y suis arrivé. Donc moi je m'appelle Maxime. Le 28 août 2018, je suis en voiture avec mes parents pour déménager à Toulouse. Je commence mes études, je reprends en fait une année d'études à Sciences Po à Toulouse. Donc je suis jeune étudiant en sciences politiques. Et le 28 août 2018, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe, mais en direct à la radio sur la matinale de France Inter, il y a Nicolas Hulot qui démissionne du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Il faut imaginer le choc que ça fait pour un étudiant en sciences politiques d'arriver. C'est la rentrée des classes dans quelques jours. Et moi, je suis dans ma voiture avec mes parents et j'entends que Nicolas Hulot, qui est donc le ministre de la Transition écologique de l'époque, démissionne en direct à la radio sans avoir prévenu ni le Premier ministre ni le Président de la République. Et là, je suis bouche bée et je me demande si on a vraiment une place en tant que jeune engagé, notamment dans les cabinets ministériels, etc. Est-ce qu'en fait... toute la stratégie nationale bas carbone qui doit se mettre en place d'ici 2025, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Curieux de discuter avec toi de est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose dans les institutions aujourd'hui? Et donc moi, je perds un peu foi en fait à ce moment-là dans les institutions politiques. Et je commence à m'engager de manière assez déterminée, on va dire, dans tout ce qui est le mouvement des marches pour le climat. Donc il y a beaucoup de marches pour le climat qui se créent à ce moment-là. Il y a quasiment toutes les semaines. Et puis après, dès 2019, on va avoir les grèves pour le climat. Donc moi, j'arrête d'aller en cours le vendredi. Moi, j'avais pas cours le vendredi, mais je vais quand même pas en cours le vendredi. Et donc il y a beaucoup de mouvements qui se mettent en place. Et en fait, j'organise 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de marches à Toulouse. Et quand on a organisé une dizaine de marches pour le climat, qu'on a changé les piles du mégaphone une fois, 2 fois, qu'on a fait des banderoles une fois, 2 fois, qu'on s'est fait prendre par la police, mais on continue à refaire des banderoles, etc. Je crois qu'on s'épuise un peu et donc moi je me suis lancé dans la désobéissance civile après ça. Donc je séchais les cours de Sciences Po pour aller à Paris faire des actions de désobéissance civile avec Extinction Rébellion ou Alternatiba notamment, pour bloquer les tours de Total à la Défense, pour bloquer des cimenteries Lafarge, pour bloquer
plein de choses qui me semblaient nécessaires à arrêter au plus vite possible. Et en fait, je me suis un peu épuisé dans les marches pour le climat, dans la désobéissance civile, dans ce qu'on appelle un contre-pouvoir en permanence. En fait, j'ai l'impression juste qu'on fait des demandes à des personnes qui ne parlent pas le même langage que nous. Donc en fait, demander à des entreprises ou demander à des politiques arrêter de détruire le vivant, tout simplement. En fait, c'était des demandes qui me semblaient tellement évidentes, mais je sentais qu'en face, il y avait des réponses politiques qui étaient complètement d'un autre langage, quoi. Donc quand on parle le langage du néolibéralisme qui, en fait, va pas dans le même sens que ce que nous, on prône, je me sentais vraiment déboussolé, et donc j'ai fait partie d'une initiative pour celles et ceux qui ont suivi un peu la présidentielle qui s'appelait la primaire populaire. Donc j'étais responsable de la mobilisation pour la primaire populaire, et donc j'ai fait de la mobilisation électorale pour la première fois, qui était un échec politique en soi, avec plaisir pour en reparler avec vous, mais une réussite de mobilisation parce qu'on a mobilisé quasiment un demi-million de personnes en fait sur un vote électronique en ligne pour demander aux partis de gauche et de l'écologie de s'unir. Et donc j'arrive à la question que tu me posais, qui est, après avoir testé le contre-pouvoir dans les ONG, les associations, après avoir testé de prendre le pouvoir, notamment dans le cadre électoral, il y a un peu, les deux m'ont un peu dégoûté à leur manière. C'est-à-dire que quand on passe son temps à militer contre, on se demande si jamais on va être entendu un jour. Quand on milite pour et qu'on essaye de passer au pouvoir et de prendre le pouvoir dans les institutions, on se demande si c'est vraiment possible avec les valeurs qu'on porte aujourd'hui, hein, quand on regarde l'électorat. Et à un moment, je me suis dit, en fait, juste qu'il faut que je fasse ce qui me fait du bien. J'étais vraiment à un niveau où j'étais, je crois, un peu au ras des pâquerettes de... En fait, je suis épuisé, je suis fatigué, ça fait 5 ans que je fais du militantisme. Tout le monde me dit que j'ai l'air fatigué, tout le monde me dit que j'ai des cernes jusqu'au bas du visage. Je peux aussi être un peu aigri. C'est le moment où tu commences à couper un peu les ponts avec ta famille, avec tes amis, parce qu'en fait, tu n'as plus envie d'être avec des gens qui, encore une fois, parlent pas le même langage que moi. Et j'ai eu ce moment très fort avec ma mère où elle m'a dit un jour, vraiment, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Et en fait, c'est ça. C'est juste, en fait, quand elle me dit « Oui, je sais, j'ai compris les enjeux écologiques », je comprends dans sa réponse qu'elle n'a pas exactement compris ce que j'ai compris. Donc là, c'est un peu le vertige. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire ce qui me fait du bien. Et en fait, moi, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je danse. Et j'avais arrêté de danser parce que je voyais pas l'utilité par rapport à toute la crise écologique qui était en cours. Et donc, je me dis que c'était intéressant de relier cette passion-là avec... je vais dépasser un peu des 5 minutes si je vais m'arrêter là. De mettre la danse au service de mon engagement. Et donc on a monté un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court, qui est marqué juste là, qui essaie de relier art et engagement, et notamment pour aller soutenir les luttes et faire de ce qu'on appelle de l'artivisme. Donc c'est faire de l'art et de l'activisme, non pas en se disant qu'il faut faire de l'activisme qui a l'air un peu stylé, donc on va mettre un peu de choré, de musique, machin, parce que c'est mieux d'avoir des pancartes un peu bien faites que des pancartes en carton qu'on fait juste avant de partir en manif, mais parce que l'art comme principe de création doit être à l'origine de toute pratique militante selon nous. C'est parce qu'on crée, parce qu'on fait quelque chose qui est créatif, parce qu'on fait des choses qui nous font du bien, que par essence c'est la base de notre engagement. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec plein de collectifs, et on n'est pas les seuls à le faire, hein. Je vais citer des collègues et amis avec lesquels on travaille, mais ça va être Planète Boom Boom qui font des teufs engagés aussi, ça va être Minuit 12 qui font de la danse engagée, donc il y a plein d'artistes qui se mobilisent. Je fais une petite pub, mais le 20 octobre, il y a le clip de Coquelicot, qui est une artiste engagée, notamment qui fait un clip qui s'appelle Orage, et qui sera en avant-première ici à l'Académie du climat, dans lequel du coup moi je danse, puisque j'ai essayé de remettre ça au cœur de mon engagement. Voilà. Merci beaucoup. C'est marrant parce qu'on essaie beaucoup de dessiner les contours propres à la jeunesse d'aujourd'hui, mais là, dans ce dernier témoignage, on trouve aussi quelque chose qui est commun aux générations de militants qui t'ont précédé. J'ai en tête notamment un témoignage d'une nana qui a monté un écolieu il y a 30 ans, qui était une militante chez Greenpeace et qui, au bout de quelques années sur les rotules, s'est dit « mais je me coupe de tout le monde, je deviens invivable ». Je vais faire ce qui me fait du bien. Donc il y a aussi des redites et c'est chouette. Chacun, mieux vaut un échec qu'un bon conseil, je crois. Il faut qu'on passe par là pour tracer son chemin. Pauline, je crois qu'on va revenir à toi. Maintenant qu'on voit un peu qui vous êtes, comment vous avez choisi de vous positionner dans le monde aujourd'hui après à des parcours qui vous sont propres. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de façon un peu classique, quels sont les
les choses que vous tirez de cette activité. En quoi est-ce que vous avez l'impression d'avoir un impact, de gagner des petites victoires, de remplir un besoin de sens ou de réalisation? Ou à contrario, est-ce qu'il y a des frustrations ou des limites que vous rencontrez qui sont difficilement gérables aujourd'hui? Oui. Alors déjà, je suis désolée, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas vraiment présentée, ou j'ai pas présenté où je travaillais. Donc j'ai été diplômée il y a 3 ans. Suite à mon diplôme, j'ai passé 1 an à Novétique, qui est un média spécialisé dans la transition écologique, où j'ai couvert l'actualité climat-biodiversité sous un angle économique, politique et scientifique. Ensuite, j'ai été journaliste indépendante pendant presque 2 ans, où j'ai travaillé notamment pour Futura Science et Vie, les jeunes agriculteurs, le magazine Géo, le magazine vert de voyage, et donc plus récemment la revue 90. C'est un statut que j'aime énormément et auquel j'aspire à revenir à un moment donné, mais c'était très difficile financièrement. C'est pour ça que je parlais de la difficulté à être journaliste, notamment indépendant. J'ai fait le choix là de revenir à un parcours plus traditionnel, en tout cas, revenir à un poste fixe. Donc là, je suis journaliste depuis 3 semaines à Environnement Magazine, qui est un titre de presse professionnelle consacré à l'environnement. Parce que en fait, financièrement, ça devenait vraiment difficile d'être journaliste indépendante. Mais à terme, j'espère pouvoir le redevenir. En tout cas, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ça permet de travailler pour plein de titres différents, dont la presse jeunesse. J'écris aussi pour la presse jeunesse. Et en ce qui concerne l'impact, alors, c'est toujours une de mes grosses frustrations, mais j'essaye de la gérer. En fait, quand on est journaliste, je trouve que c'est quasiment impossible de savoir quel impact on a, notamment quand on ne travaille pas pour des grands médias, des grands titres nationaux comme Le Monde. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on a quand on travaille sur le web, c'est le nombre de clics sur nos articles et à la limite le temps que les gens passent sur nos articles. Donc ce qui veut pas dire... ce qui ne dit rien sur est-ce qu'ils ont vraiment lu l'article jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils ont retenu. En général, quand les articles sont partagés sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les gens ne les ont pas forcément lus. Et quand c'est publié sur du papier, alors là, vraiment, à part le chiffre de vente, on n'a vraiment rien du tout, aucun indice sur la réception de nos articles. Et c'est rare d'avoir des retours. Ou quand on a des retours, ils sont surtout négatifs. Donc des gens qui ne sont pas d'accord ou qui nous demandent des informations sur un chiffre parce qu'ils en ont d'autres. Donc ça a été compliqué à gérer au départ. Et d'autant plus qu'au départ, je suis aussi devenue journaliste parce que je me suis toujours dit que... donc j'ai pris conscience de l'ampleur du problème concernant l'écologie et je me suis dit, en fait, quand les gens seront au courant, en fait, on va agir collectivement et ça va changer. Sauf que petit à petit, je me suis rendu compte que non, ça ne marchait pas comme ça. Et même quand on est au courant, ça ne suffit pas. Il faut des structures qui nous accompagnent. Il faut pouvoir faire des choix. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire les choix. Et donc, le côté donner l'information, je sais que ça ne suffit pas. C'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a toujours cette frustration-là. Après, j'essaye de la combler en faisant notamment de l'éducation aux médias. J'interviens beaucoup auprès de classes, donc surtout public très jeune, du CP jusqu'au collège, je dirais, dans des cadres très différents. Donc je vais à la fois dans des écoles privées et dans des écoles plus défavorisées. Et je suis aussi engagée dans le milieu associatif. Donc là, je vois un peu plus, disons, mon impact. Je suis en contact avec les gens. Mais disons que je me dis que au quotidien, en tout cas quand je me remets en question, il y a eu pas mal de fois où je me suis dit que j'allais abandonner parce que c'était vraiment difficile quand j'étais indépendante, par exemple. Mais je me dis toujours que, certes, je vois pas l'impact que j'ai, mais je fais partie de cette vague. Je suis une petite goutte dans la vague des personnes qui essayent d'avoir un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, et j'utilise ces mots consciemment parce qu'il y a une charte qui a été lancée. Et donc je suis une petite goutte dans tout ça et je fais de mon mieux pour y arriver, et je continue à penser que l'information, c'est la première étape pour agir. C'est pas suffisant, mais en tout cas, comme je le disais, moi je me vois pas aujourd'hui faire autre chose, et donc je continue dans cette voie-là et j'essaye de le faire le mieux possible. Voilà.
Merci. On t'a pas payé pour faire une petite référence au colibri, mais merci beaucoup, effectivement. La petite goutte a son importance. Oui, oui. On se pose la question des impacts, mais vous pouvez aussi vous demander pourquoi se poser la question des impacts. C'est-à-dire que, voilà, la transformation intérieure permet la transformation sociale, ne serait-ce que travailler sur soi peut être déjà un impact suffisamment fort. Enfin, voilà, je repasse à toi, Maxime. Toi, apparemment, vous en avez parlé, tu as fait le choix d'aller mener la lutte au sein des institutions, des très, très, très grosses institutions. Est-ce que ça te nourrit ? Alors, c'est déjà une très bonne transition, cette chose de la culture intérieure, parce que c'est vrai que quand on s'engage, il y a toujours cette flamme au début, effectivement, les rêves de quand on est jeune, de se dire « je vais changer le monde ». Et je pense qu'il faut y croire, parce que sinon, à quoi bon s'engager, en fait, si on ne croit pas qu'on va avoir un impact. Donc je pense que ça vient de là aussi, cette notion d'évaluation de l'impact. C'est commun à n'importe quel mouvement engagé de se dire quel est notre impact au final. Et cette culture de l'intérieur, je pense qu'elle intervient des fois un peu trop tard. Mais moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un moment, on arrive sur les rotules où on voit plus trop là où on doit aller, on découvre plein de choses, on s'enfonce dans nos engagements. Et c'est aussi important des fois de se dire que l'engagement, on le fait pour les autres, mais en fait, on le fait aussi pour soi. Et pour moi, c'est le premier impact positif, c'est que mon engagement, il m'a émancipé. Et une fois que j'ai compris ça, et que j'ai compris comment je pouvais aussi un peu, alors c'est pas toujours simple, mais driver mon engagement pour en tirer les bénéfices qu'il fallait, et ben, je suis beaucoup plus à l'aise pour aussi aller porter des valeurs auprès d'autres personnes. Quand on m'a confié la responsabilité à 17 ans de former des représentants internationaux jeunes chez les Scouts et Guides de France, on se sent pas légitime, on est en train de construire son engagement. Et cette notion de formation aussi, de transmettre, bah c'est là où on se rend compte que si on n'est pas au clair soi-même avec ce qu'on veut et ce que ça nous apporte, c'est impossible aussi d'aller porter ce message clair et ses compétences. Donc ça, c'est un premier impact positif. Et en découle pour moi le second impact, qui a été aussi de pouvoir toucher des gens, l'individu en fait. C'est que noyé dans la masse, effectivement, des fois c'est plus compliqué de voir quel est son impact, surtout face à des grandes institutions. Moi j'ai eu la désillusion de la COP26 notamment, et puis après on prend du recul, et quand je vois des personnes qui m'accompagnaient, comme la salariée qui m'accompagnait au Conseil national de jeunesse, et puis qui me dit à force de me connaître, bah, moi je sais que mes enfants je vais les mettre au Scouts et Guides de France, parce que je trouve ça génial, cette vision que tu as eue, l'éducation à la nature, aux autres. Et bah, c'est une victoire en fait. Il est là aussi l'impact, c'est toutes les personnes qu'on va rencontrer, qu'on va toucher, les personnes à qui on va ouvrir une porte comme nous on nous a ouvert des portes, et ça des fois on a du mal à le conceptualiser aussi. Donc c'est un énorme vecteur d'émancipation, de rencontre et d'ouverture, et je pense qu'on forge aussi ses convictions dans l'adversité, et c'est très important cette notion, je trouve, d'adversité aussi à cultiver, et de se dire d'aller se confronter effectivement, et de ne pas glisser dans l'entre-soi, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne va pas parler à un public conquis? C'est en fait d'être là où on ne nous attend pas, parce que c'est ça aussi qui va nous confronter à l'idée de l'autre, à la réalité de l'autre, au langage de l'autre, et c'est ça qui va renforcer nos convictions ou les forger. Et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui est compliqué avec le flux d'informations, avec le flux de pensée, de se dire est-ce qu'on sait encore dialoguer? Alors, on est dans un monde ultra connecté, ultra rapide, et c'est aussi moi un combat qui me tient à cœur. Je dialogue avec énormément de personnes différentes, dans énormément de milieux différents, et je trouve que c'est très important de cultiver une adversité pour ne pas avoir un débat, un consensus mou, quoi. Il faut qu'il y ait quand même des choses qui émergent, mais toujours dans le respect, toujours dans l'écoute de l'autre. Et je pense que ça, c'est aussi un impact que je retire. C'est cette capacité aussi à m'ouvrir à plein de schémas de pensée, et peut-être du coup une meilleure, en tout cas j'espère, une meilleure capacité à dialoguer avec des personnes qui pensent différemment. Et puis après, il y a effectivement, pour aller rapidement sur ta question, les blocages systémiques, beaucoup. On les découvre, des choses qui sont plus grandes que nous, des choses qui nous dépassent, notamment pas forcément là où on les attend aussi. Sur le cycle de jeunesse que j'ai fait avec Martina pendant 18 mois, qui est donc un cycle, là on a entamé le 10e cycle, donc c'est la 10e fois qu'on fait 18 mois. Donc on a déjà fait 9 fois 18 mois sur différentes thématiques. Et sur le dernier cycle, du coup, on parlait d'une Europe verte et durable. Et c'est la première fois que nos décideurs nous avaient donné la parole en tant que jeunes Européens et Européennes sur les enjeux climatiques. Avant, ils ne nous avaient jamais laissé cette opportunité. Donc moi, j'ai dit génial, on va parler de climat, il y a plein de choses qui remuent, effectivement, on en parle beaucoup plus. Et je n'ai jamais réussi à engager les jeunes délégués et les représentants associatifs que j'ai rencontrés pleinement autour de la question climatique. On est toujours centré sur l'inclusion. Et moi, je disais, mais on ne peut pas faire d'inclusion si aujourd'hui on ne démarre pas par les enjeux climatiques,
on parlait d'éco-anxiété, etc. Tous ces enjeux-là, je dis l'inclusion, on l'a fait parce qu'on a une terre aussi qui est viable, parce qu'il faut repartir de la base. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'inclusion. Mais aujourd'hui, on parle d'écologie globale et ça prend en compte ces enjeux-là. Donc pour moi, le prisme d'attaque, c'était vraiment l'écologie. Je n'ai pas réussi à engager. Donc il y a aussi des choses qu'on découvre comme ça où je me suis dit, bah mince, on est dans un espace où la jeunesse a une voix politique à porter et on s'en est pas forcément saisi comme on pouvait. Donc ça me questionne aussi sur ce que j'ai pu mal faire. Et c'est vrai que là où c'est plus difficile aussi en termes de limites, c'est que ça, je l'ai vécu aussi comme un échec personnel. Donc c'est aussi des moments où on n'a pas forcément... On a des blocages systémiques, mais il faut aussi qu'on cherche soi-même. On en revient à cette culture intérieure de qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et est-ce que les blocages sont de mon fait ou est-ce qu'il y a quelque chose à aller creuser ailleurs. Voilà, je pourrais m'étaler encore longtemps là-dessus, mais c'est vrai que là où je voudrais conclure, c'est qu'il y a aussi cette notion de... Il n'y a rien qui est évident aujourd'hui, je pense, pour tout le monde. Et donc, du fait qu'il n'y a rien qui soit évident, le débat est nécessaire. Et on est dans des systèmes démocratiques qui sont du coup construits sur de la complexité de systèmes de prise de décision. On essaye d'avoir les systèmes les plus représentatifs possibles. Et donc, en fait, ça se construit dans le temps long. Et aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là devant nous. Donc, il y a aussi, je pense, c'est ce paradoxe de se dire l'urgence écologique, l'urgence sociale, elle est là, et pourtant nos prises de décision politiques, elles se construisent dans la démocratie qui se fait sur le temps long en fait. C'est des processus très longs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc la limite, ça peut être les autres jeunes, hein. Mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Merci d'avoir ouvert déjà le débat. Toi, Julien, on peut imaginer, comme tu as choisi une voie qui est sur le terrain, donc au contact direct de jeunes, pour le coup, tout petits, tous les jours, on peut imaginer que c'est peut-être un peu plus facile en termes d'impact et de satisfaction. Comment tu le vis ? L'impact positif, je le vois un peu tous les jours parce que quand je réussis une culture, je suis content, quoi. Là, je sais pas, un exemple, tu vois, jeudi, hier, on a reçu encore un groupe de gamins, la DCP, et puis comme en ce moment on récolte les carottes, on a récolté les carottes tous ensemble. Alors ils avaient une carotte chacun dans la main, ils sont allés la laver, puis après ils l'ont mangée, et puis tu as 25 petits lapins comme ça qui sont autour de moi, comme ça, puis crunch, qui viennent manger des... Donc là, c'est l'image un peu d'Épinal, tout ça, c'est un peu... Voilà, mais bon, ça donne envie de continuer, quoi. Puis après, bon, quoi, si on élève un peu le niveau, enfin, je sais pas... Là, moi, je bosse sur un projet où c'est une mairie qui s'est engagée à créer un outil collectif de production, quoi. Là où, d'habitude, c'est des gens qui s'endettent pour acheter un outil de production sur lequel ils vont capitaliser, ils vont mettre des sous dans la tirelire, qu'ils vont revendre à la fin pour partir en retraite. Parce que les paysans, aujourd'hui, ils n'ont pas de retraite. Et donc, il faut qu'ils se fassent une retraite eux-mêmes en vendant la ferme. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Et nous, moi en tout cas, je profite de cette organisation-là, et je suis salarié, et on a... créer un outil collectif de production, ça plaît aux marxistes-léninistes qui sommeillent en moi, peut-être en vous, non, a priori non. Je souhaite que ça évolue, que si on rêve, si on part un peu des chiffres, aujourd'hui on importe 50% des fruits et légumes qu'on mange en France. Dans les années 80, on était exportateur net de fruits et légumes. Donc on a vécu quand même une destruction de la paysannerie, ou en tout cas de ce qu'il en restait dans les années 80. Et aujourd'hui, je m'inscris dans cette logique, cette mouvance de ramener de la paysannerie, ramener de l'autonomie sur les territoires, parce que il n'y a plus d'énergie pour alimenter les camions qui viennent de l'Espagne pour nous alimenter. Et qu'est-ce qu'on va manger d'ici une dizaine d'années quand le gasoil sera à 3 €? La question se pose. Et nous, on est une petite réponse à ça, alors toute petite, hein, mais une réponse quand même. Et puis, comme tu disais, on va pas changer le monde, tout ça, on va changer notre monde, quoi, notre monde à nous, notre monde intérieur, tout ça. Bon. Et puis, voilà, je le vois. Moi, comme je suis dans l'opérationnel, c'est un peu plus facile, quoi. Je perds pas trop la foi. Enfin, si tant est que ce soit une foi. Vous êtes censé être jeune, normalement, vous avez la foi. Enfin. Ouais. Ouais. Ouais, je suis peut-être pas jeune alors. Bof. Non, si, grave. Ouais, merci Julien.
Merci beaucoup. Aude, c'est un peu plus compliqué vu que toi tu te lances justement en pleine insertion professionnelle, mais est-ce que peut-être en termes d'attente, qu'est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de changer le monde? Qu'est-ce que tu attends de ton action? Oui, j'ai envie, bien sûr. Déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce métier-là. Et puis, même, j'ai déjà essayé petit à petit, j'ai quand même déjà écrit quelques articles, j'ai travaillé pour Reporter, à travers des stages, et puis j'ai commencé même mon activité de pigiste essentiellement pour Reporter, de mettre en avant en fait des projets qui ne sont pas forcément médiatisés ou quoi, de sortir de Paris aussi, c'est quelque chose de très important pour moi, qui moi-même suis originaire d'Île-de-France. Mais par exemple sur la revue 90 degrés, sur les 3 articles que j'ai écrits, j'ai vraiment voulu, je m'étais fixé une petite règle, je me suis dit voilà, quels que soient mes angles, je veux que des personnes qui ne sont pas de l'Île-de-France. Bon. Parce que c'est vrai que dans les médias, même les jeunes qu'on voit dans les médias, les jeunes auxquels on donne la parole en général, c'est quand même beaucoup des jeunes d'Île-de-France, quoi. Et c'est dommage parce que c'est pas représentatif de l'ensemble de la population française et ça a créé aussi des disparités. Donc ça fait partie. Et j'ai reçu, du coup, même en faisant ces interviews-là, les retours que j'avais de ces jeunes-là, de c'est marrant que tu fasses ça. Oui, c'est vrai qu'on se sent pas suffisamment écouté ou quoi. C'est le genre de choses qui te pousse à continuer, qui te fait te dire que tu es sur la bonne voie. Sinon, sur l'impact positif, je voulais rebondir dessus parce que moi j'ai un retour un peu personnel même. En fait, moi, le fait de faire ce métier-là, c'est un métier en fait qui... Le fait de travailler l'information, on va dire, ça m'apporte à moi, c'est un impact positif sur moi, parce que en grandissant dans ce monde-là où on nous parle en permanence de réchauffement climatique, de crise sociale ou quoi, moi j'ai beaucoup d'anxiété comme beaucoup de jeunes, je pense, et toute cette information-là, en fait, j'ai réalisé que dès qu'il y a un sujet qui me touche, je vais l'accaparer, de retourner dans tous les sens et essayer d'en tirer un article. Et c'est ça, et moi personnellement, appréhender et essayer de comprendre le monde à travers le traitement de l'information, digérer moi-même l'information et ensuite la ressortir pour la repartager, ça m'apaise. Et c'est aussi ma manière de vivre plus sereinement. Donc c'est un peu égoïste, mais le journalisme m'aide à être plus heureuse moi aussi dans ma vie personnelle. Et sur les limites, l'impact limité, je ne le connais pas encore, et il y en a certainement. Les limites financières que soulignait Pauline, elles sont réelles. Et c'est dommage, en fait, aussi, surtout. C'est dommage que la réponse qu'on te donne quand tu nous poses cette question de en quoi notre impact est limité et en quoi on ne peut pas faire mieux ou plus, ce soit l'argent. Parce que... il y a plein de jeunes journalistes aujourd'hui qui ont du talent, qui ont l'envie, et c'est juste qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Et c'est ça qui vont faire qu'ils vont abandonner leur profession et qu'ils ne vont pas persévérer. Mais bon, voilà. Ok, donc il y a une forme d'engagement qui peut être thérapeutique. C'est un peu ce que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, Maxime, en disant que tu étais reparti sur une pratique de la danse qui faisait que tu allais mieux. Est-ce que depuis que tu as un mode d'engagement qui est un peu différent de celui que tu avais quand tu étais dans des assos de désobéissance civile, tu as l'impression que la façon dont tu parles aux gens, dont tu touches les gens, est plus satisfaisante pour toi? Alors déjà, nous, ça nous arrive de danser en action de désobéissance civile. C'est pas contradictoire. C'est qu'on est souvent associé à des actions de désobéissance civile où on est en train de travailler en ce moment. Alors c'est pas du tout encore pensé, mais ça me fait plaisir de vous le partager ce soir. Et si d'ailleurs il y a des gens dans la salle qui ont des idées, je suis très preneur. On travaille sur les blocages dansés ou les danses bloquantes. Comment est-ce que la danse peut, face aux forces de l'ordre, face aux vigiles, dans des situations complexes où parfois on fait face à des dispositifs policiers de trop grande ampleur pour vraiment réussir à aboutir à nos actions, comment est-ce que par la danse on peut réussir à faire ça de manière autre et donc de déjouer un peu les canaux habituels de répression qu'on peut connaître. Donc c'est pas forcément c'est lié, au contraire. Moi je voulais dire 2 choses sur l'impact. Ce que je crois que l'art a comme impact, ça se joue à 2 niveaux. Déjà sur l'individu et sur la société. Sur l'individu, on va, notamment nous, dans les pratiques artistiques qu'on essaie de mettre en avant dans les actions qu'on fait, essayer d'aller générer des émotions chez les gens.
Et je ne vais pas vous faire un cours de linguistique, mais en gros, ce qu'on essaie de tous faire ici, c'est de mettre en mouvement les gens, c'est de mobiliser les gens, c'est de faire en sorte qu'ils passent d'un point A à un point B. Faire de la sensibilisation, de la mobilisation. Et en fait, le mouvement, au niveau de la linguistique, ça vient de Mossio, qui en fait a donné aussi le mot émotion. Et en fait, c'est par les émotions qu'on se met en mouvement. Je vais le dire de manière un peu cash, désolé s'il y a des scientifiques dans la salle, je ne crois pas que c'est parce qu'on va lire un rapport du GIEC qu'on va se mobiliser. Sûrement un peu, soyons un peu dans la nuance, sûrement un peu, mais c'est surtout parce que c'est les émotions que ça nous provoque de lire ce rapport, c'est les émotions que nous provoquent les images qu'on voit, les documentaires qu'on a pu voir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un documentaire comme, les documentaires de Yann Bertrand par exemple, le documentaire qui montre aussi la catastrophe, génère autant d'engagement. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont devenus végétariens après Cospiracy. Beaucoup d'entre nous ont vu ce documentaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on se pose beaucoup la question de quelles sont les émotions qu'il faut générer pour faire passer à l'action. Donc déjà, ça c'est un débat de savoir est-ce que c'est les émotions ou les rationalités qui font passer à l'action. Nous, on a choisi notre camp, on pense que c'est les émotions qui font passer à l'action. Au sein de ce camp-là, il y a la question de savoir quelles émotions on veut générer. Et donc, quel impact on va avoir. Est-ce qu'on doit générer la peur? Est-ce qu'on doit générer la colère? Est-ce qu'on on doit rendre les gens tristes? Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut aller générer comme émotion? Et donc là, il y a plein de neuroscientifiques qui ont des avis divergents là-dessus. Personne n'est vraiment d'accord. En fait, ça va aussi dépendre beaucoup des individus. Il y a des gens qui vont faire la politique de l'autruche. Au moment donné, ils vont être hyper en colère. En fait, ils vont juste avoir envie de partir et de pas du tout s'engager. À l'inverse, d'autres, c'est ça qui va les mobiliser. Je vous cite le dernier truc que j'ai lu à ce sujet, qui est Paul Magnette, manifeste éco-socialiste, qui est donc un ministre belge, qui, lui, sa théorie à lui, c'est que la peur, c'est l'émotion du libéralisme. Le libéralisme tient sur la peur, sur l'individualisation. On existe en tant qu'individu parce qu'on a peur des autres, et donc c'est sur ça que tient le modèle actuel. Que ce qui va permettre de mettre en place vraiment une société demain, c'est la colère. C'est parce qu'on est en colère notamment contre les injustices, et qu'on se relie à l'autre, et parce qu'on a de l'empathie qu'on va se mobiliser. Moi, à titre personnel, je pense que c'est la joie. Je pense que l'inverse de la peur, c'est pas la colère, c'est la joie. Et je pense que parce qu'on va mobiliser les gens par la joie, on va réussir à recréer du lien entre les gens. Et donc je pense qu'en touchant les individus là où ça leur fait du bien, ils vont avoir envie de venir. Et moi, je me suis souvenu de pourquoi est-ce que j'allais aux réunions Alternatiba à l'autre bout de la ville, sous la pluie, à Toulouse, en plein mois de décembre. Je crois que si je suis tout à fait honnête avec moi-même, c'est surtout parce que j'y trouvais du kiff. Parce que j'allais voir des gens que j'avais envie de voir, parce que j'allais voir des potes, parce que j'allais passer du bon temps, parce que je savais que j'allais boire des coups, parce que voilà. Donc il y avait ce truc de... En vérité, ce qui me mettait en mouvement, c'est oui, parce que j'avais encore lu un article sur Géo ou sur une autre plateforme que je suis et un autre média indépendant que je finance par ailleurs, financer la presse indépendante, que ce soit Blast, Mediapart ou ce que vous voulez. Mais c'est pas ça qui me fait aller, c'est parce qu'en fait, je sais que je vais y trouver de la joie. Et donc c'est ça qui nous fait tenir. La première impulsion, elle vient peut-être d'un article un peu engagé, mais c'est parce qu'en fait, tu as des copains avec qui tu t'engages que tu y vas. Voilà. Salut Paul, vos copains qui sont dans la salle. Et donc le deuxième niveau, pour terminer, auquel ça fait un impact, c'est, et là je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ça, c'est la question des récits. Au niveau de la société, ce que permet l'art et qui crée les récits à l'échelle d'une société, c'est les artistes. Donc ça va être les chansons, les poèmes, les récits, même les documentaires en soi font beaucoup aujourd'hui dans les récits qu'on se crée. Et ça, je pense que c'est vraiment important de prendre en conscience ça. Il y a beaucoup de bouquins sur la table qui font référence à ça, mais le Essai de Rob Hopkins, le dernier, est vraiment très bien sur les questions des récits. Si vous voulez vraiment creuser cette question des récits, on en parle beaucoup, récits imaginaires. Nancy Houston, L'espèce fabulatrice, masterclass. Vraiment, dans un petit bouquin, elle vous explique pourquoi l'humain est humain. C'est parce qu'on se raconte des histoires. C'est pas le rire qui est le propre de l'homme, c'est parce qu'on se raconte des histoires qu'on est humain. Et donc, pourquoi le récit est aussi important dans la transition écologique? C'est parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est humain, c'est le fait qu'on raconte des histoires. Donc, elle raconte ça dans L'espèce fabulatrice, c'est génial. Et c'est aussi cité dans le Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, qui est notre masterclass. C'est les 3 bouquins que je conseille. Essai, Petit manuel de résistance contemporaine et L'espèce fabulatrice. Donc voilà, sur la question des récits, je m'étale pas parce que j'ai l'impression que c'est un truc qu'on entend, réentend. Donc j'imagine que vous savez de quoi on parle. Mais voilà. Donc l'art au service des émotions et des récits, je pense que c'est là qu'on trouve de l'impact positif. Une phrase sur l'impact négatif, le modèle économique. Voilà, quand on est artiste et militant, autant vous dire que papa et maman sont pas très rassurés.
d'être intermittent du spectacle et militant, c'est pas la situation économique la plus adaptée au modèle actuel, mais bon, on va s'en sortir. On ne sait pas trop encore comment, mais on va s'en sortir. T'arrives quand même à financer la presse indépendante, malgré tout. Donc, pas beaucoup peut-être, mais... Pour le fait, c'est mes parents qui m'ont payé un abonnement pour Noël. Voilà, la presse indépendante. Mais je leur ai forcé à m'offrir ça comme cadeau. Voilà. Et pas une énième paire de Véja, parce que j'en avais déjà, ça n'avait aucun sens. Voilà. Merci. Il y a aussi un super article dans le 90 sur les jeunes musiciens qui s'engagent et qui essaient de faire de la musique, notamment du rap écolo engagé. Et c'est pas évident, pour plein de raisons, donc vous pouvez aller lire ça. Pour terminer, on va aborder une toute dernière question. On a commencé à la dessiner là par vos différents témoignages, qui est, bon évidemment aujourd'hui il y a 1000 jeunesses différentes, des jeunesses souvent pauvres, mais il y a aussi des jeunesses riches, hein, il y a pas mal, urbaines, rurales, écolo, pas écolo du tout. Aude, t'en as rencontré pour 88 degrés, je trouve ça super chouette. T'es effectivement allé tendre le micro à des jeunes qui en ont absolument rien à faire, ou en tout cas qui abordent la question un peu différemment qu'en termes d'engagement. Moi je voulais vous êtes votre propre jeunesse et vous êtes entouré d'un certain type de jeunes. Je voulais juste faire circuler le micro là pour vous laisser transmettre un peu les caractéristiques des jeunesses qui vous entourent, à quoi ressemblent les jeunes autour de vous et quel avenir vous leur donnez. Est-ce que c'est des jeunes enthousiastes, pleins d'espérance, des jeunes fatigués, des jeunes tristes? Voilà, c'est quoi vos jeunesses à vous? Pauline, désolée, on va recommencer avec toi, mais là, si vous voulez interrompre, vous disputer et tout, ouais, allez-y. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'art, ce que tu disais justement que c'est pas un article, un article va moins nous impacter. J'ai un exemple ultra concret là-dessus par rapport à mon père. Donc je travaillais chez Novetic, donc c'est pas un média très très connu, et je suis le genre de jeune, j'essaye de me calmer maintenant, mais qui allait voir mes parents en leur donnant des chiffres, en leur disant mais c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bon, petit à petit, je me suis rendu compte que ça marchait pas vraiment, donc j'ai arrêté de faire tout ça. Enfin, j'essaye en tout cas, des fois c'est plus fort que moi, mais bon. Mais mon père est quand même un peu sensibilisé à ces questions-là, mais un tout petit peu, donc on arrive à échanger, mais c'est assez limité. Et par exemple, j'ai pas l'habitude de lui envoyer mes articles. Et un jour, il a lu un livre qui s'appelle Impact, je viens de vérifier, d'Olivier Norek, qui est une enquête policière où en fait le personnage principal kidnappe le PDG de Total. Voilà, donc c'est le début de l'histoire. C'est une fiction. Comment ? C'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction, je précise. Mais en fait, tout au long de l'enquête, donc l'auteur cite plein de chiffres et il y a un des chiffres qui est cité avec une source, et c'était un des articles de Novetic, donc le média dans lequel j'écrivais. Et alors là, mon père était super fier, du coup, que ce soit le média dans lequel j'écrivais, et il a été lire l'article. Il est venu m'en parler lui-même, et ça a donné lieu à plein d'échanges. Et donc moi, après, j'ai lu le livre, et ça a vraiment permis d'engager un dialogue autour de ce qu'il pensait justement de l'action climatique, de l'action des jeunes pour le climat. Et ça n'aurait jamais eu lieu sans ce livre d'Olivier Norek. Donc effectivement, l'art peut être vraiment un média intéressant pour porter ces luttes-là. Donc merci Olivier Norek. Et par rapport aux jeunes, moi j'aimerais beaucoup dire que je suis entourée de jeunes qui n'ont pas le même profil que moi. Donc je viens, moi, vraiment d'un tout petit village en Lorraine. Je viens de la campagne, vraiment d'un village de 500 habitants. Petit à petit, je suis allée en ville pour faire mes études. Aujourd'hui, je suis à Paris pour mon travail. Et malheureusement, je suis aujourd'hui entourée que de personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui sont soit journalistes, soit profs pour la plupart, qui sont blancs. Voilà, donc on a tous la même situation, on est tous à peu près précaires, sauf les profs qui ont une situation un peu plus stable. Voilà, et l'avenir, en tout cas dans les jeunes que j'ai autour de moi, je trouve que ça aussi, en fait... il y a parfois des périodes de pessimisme, mais il y a aussi, en fait, comme on l'a vu dans la revue 90, il y a une volonté de réinventer les codes, un peu de casser
un peu casser les cadres dans lesquels on est. En tout cas, dans mon cercle, c'est quelque chose que je vois beaucoup, notamment on parle d'amour, on parle de travail. On avait justement cette discussion, j'étais à un salon à Belfort, et dans le taxi, la conductrice me disait « Ah là là, mais ces jeunes, ils acceptent plus rien, ils veulent plus travailler tard, ils veulent plus... en fait, ils veulent toujours avoir le salaire. » Et je me disais, un salaire qui est très confortable en donnant des conditions, et on a eu une discussion intéressante. Mais en fait, est-ce que c'est pas mieux, en fait, est-ce que c'est pas hyper intéressant que les jeunes justement demandent des conditions de travail qui soient beaucoup plus respectueuses? En fait, pourquoi on critiquerait ça? Et donc je vois ça qui émerge auprès de mes amis, et on se soutient tous. Par exemple, quand il y a quand une amie, un ami est dans une situation difficile, on se soutient tous et on essaye. Enfin, vraiment, il y a cette envie de construire quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà. Non, je souhaitais juste rebondir, effectivement, c'est qu'il y a plein de freins à l'engagement, et l'engagement c'est clairement un sport de riches, et effectivement c'est pas forcément en sortant des rapports du GIEC, en sortant des chiffres, qu'on va aller sensibiliser des gens et créer des formes d'engagement pérennes. Moi je reste persuadé qu'il faut justement créer des parcours d'engagement pérennes et aller sensibiliser les gens effectivement avec les émotions, avec différentes formes de sensibilisation. Et notamment en termes de représentation, quand on a des enjeux d'inclusion, ça je m'y suis confronté, on est dans des institutions européennes en préparation de Conseil des ministres, et on entend « oui, regardez-nous, on n'est qu'entre personnes éduquées, il faudrait ramener des personnes handicapées, des personnes de milieux défavorisés, des personnes racisées ». Je suis d'accord, mais en fait, de fait, ce sont des personnes qui sont plutôt dans des milieux précaires et qui du coup n'ont pas le luxe de l'engagement, qui n'ont pas forcément le bagage socio-culturel, éducatif, pour venir dans ces espaces-là. Et du coup, c'est comment ces personnes-là, on va leur parler dans leur réalité aussi. Parce que, effectivement, les métiers, la question de l'insertion professionnelle, moi pareil, j'ai eu papa et maman qui ont aligné sur mes études. Et le jour où j'ai fait péter mes études pour mes engagements, ils l'ont même pas su, mais je continuais à avoir le petit virement tous les mois pour aller faire mes déplacements et construire mon engagement. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je disais qu'il faut aussi, je pense, aller là où on ne nous attend pas. Et moi, je prépare mon engagement dans un métier que je considère extrêmement social. Et aujourd'hui, je vais aller m'engager en gendarmerie. Et donc, du coup, big up à toi, on se croisera peut-être. Mais je pense que c'est primordial. Non, mais je pense que c'est primordial, en fait. Et tu vois, qu'on dialogue ici, pour moi, c'est social, l'engagement en gendarmerie. Je suis pas là pour aller taper sur les gens. Et au contraire, si, en fait, ces espaces-là, on les investit pas, comment on fait pour que les services publics restent des services publics? Donc voilà, c'est aussi mon message. Je veux bien rebondir. Alors déjà, donc, la gendarmerie et la police, c'est pas la même chose, je préfère le préciser. On s'est surtout arrêté par la police plus que par la gendarmerie, par ailleurs. Non, moi j'ai donc deux choses à dire. La première, c'est, je t'ai entendu dire, allez leur parler en parlant des personnes issues de milieux défavorisés, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, etc. Moi, je suis très mal à l'aise avec cette formulation parce que je considère qu'il faut juste aller écouter, parce que c'est des personnes qui ont déjà des engagements. Et je pense que c'est important de dire qu'en fait, il y a un engagement écolo, gros bobo urbain de centre-ville, grosso modo, qui existe, mais il y a des engagements, par ailleurs, moi j'ai plutôt de milieu rural, qui existent aussi sous d'autres formes. Et donc, en fait, je pense qu'il faut créer des espaces d'écoute et de rencontre entre les différents engagements, plus que d'essayer d'apporter un discours écolo à d'autres endroits. Mais d'ailleurs, ça se fait beaucoup dans l'écologie populaire des quartiers qui est portée par Fatima Ouassak à Verdragon ou Féris Barkat par Banlieue Climat. Sur les questions rurales, il y a beaucoup de choses qui se font aussi aujourd'hui pour écouter ce que c'est une écologie rurale vraiment. Donc je pense vraiment aider dans cette posture de on va écouter plutôt qu'on va aller parler à. Et moi je vais juste faire complètement renverser le débat, mais tu me dis si j'ai pas le droit de faire ça. Moi je suis très mal à l'aise par rapport au fait qu'on nous invite tout le temps en disant oui vous les jeunes vous allez, je sais que c'est l'objectif de la table ronde, mais je pense que c'est problématique parce que je pense qu'il faut qu'on porte un discours intergénérationnel au plus vite. Et moi je suis extrêmement gêné à chaque fois qu'on est invité dans les médias, j'ai fait pas mal d'interviews etc. Alors vous les jeunes, comment vous allez résoudre? Non, en fait, c'est absolument pas mon travail en tant que jeune de faire ça. On va pour deux raisons simples. C'est qu'en fait, je ne suis pas responsable de la situation climatique dans laquelle on est.
Donc non seulement je vais me bouger le cul parce que je vais en être témoin et victime, mais vous allez le faire aussi parce que vous êtes plus responsable que nous d'une certaine manière, et donc dire aussi aux vieux, excusez-moi, mais vous avez une part de responsabilité et on va le faire ensemble. Et surtout que, en fait, stratégiquement, je ne serai pas en position de pouvoir, suffisamment en position de pouvoir dans les 5 prochaines années pour faire basculer les choses. Donc j'ai besoin que les cadres des entreprises et les politiques aujourd'hui fassent basculer les choses maintenant. Et pas quand nous, les jeunes, on aura, ça y est, on nous aura donné une place, on nous aura donné une parole dans un COMEX, une entreprise ou dans une institution européenne où on pourra dire 2-3 mots et qu'on aura signé un papier. En fait, il y a un truc de, c'est maintenant que ça se passe, et donc l'intergénérationnel est essentiel. Surtout que, moi je rajoute un autre chiffre qui est hyper important, c'est 2/3 des bénévoles en France sont retraités. Voilà. Donc en fait, 2/3 des bénévoles en France sont retraités. Donc si on veut de la force de bénévoles dans nos associations, il va falloir qu'on fasse aussi avec les papis, les mamies, je suis désolé de dire comme ça, mais c'est ça. Parce qu'en fait, il y a besoin aussi de croiser les discours, et notamment parce que beaucoup de choses qu'on porte aujourd'hui en tant qu'écolo, en fait, sont du bon sens commun qu'ont vécu nos grands-parents. Moi, je parle du compost avec ma grand-mère, elle me dit, mais en fait, de quoi tu me parles comme si c'était une révolution, toi, il y a ce truc de, en fait, on revient à du bon sens d'une société avant libérale. Et je termine là-dessus parce que pour moi, il faut considérer que la période libérale dans laquelle on est était une parenthèse. C'était une parenthèse libérale. On a cru qu'on allait pouvoir vivre dans un monde sans limite. Ce n'est pas possible. On va devoir revenir à un mode de consommation et de société qui était préexistant avant et que d'autres ont connu et qui pourront nous partager aussi leur vécu. Donc je pense que l'intergénérationnel, c'est important. Et je ne vais pas faire de la promo, mais je le fais quand même. On a sorti un bouquin avec un pote chez Actes Sud qui s'appelle Basculons, dans lequel on a des témoignages de jeunes engagés et des témoignages de personnes plus âgées, que ce soit des Pablo Servine, Delphine Bateau, Jean-Marc Gancy, Dominique Bourg, qui témoignent qu'est-ce que ça fait d'avoir été écolo il y a 30-40 ans. Et moi, c'est aussi un truc que je fais souvent en conférence maintenant, où je dis, mais merci aux personnes qui sont écolos depuis 40-50 ans, et comment vous avez fait ? Déjà que nous, on se sent parfois un peu seuls, mais je me demande comment les personnes dans les années 70 étaient écolos et engagées. Je me dis, mais le vertige que ça devait être d'être aussi seul et d'avoir un José Bové dans le Larzac qui de temps en temps faisait des trucs. Et je me dis, putain, mais c'est fou, quoi. Donc déjà, merci aux personnes plus âgées d'avoir montré la voie, et faisons des trucs ensemble pour faire basculer les personnes qui sont aujourd'hui en position de pouvoir et qui ont besoin de basculer. Oui, merci. En fait, les jeunes sont jamais contents, quoi. On vous donne la parole, vous n'êtes pas content. On vous donne pas la parole, vous n'êtes pas content. Aude, on va quand même te donner la parole. Oui. Est-ce qu'il marche encore? Oui, parce que je suis tombée. Du coup, ta question, Gabriel, c'était les jeunes qui nous entourent, c'est ça? Parce que j'ai perdu. Écoute, moi c'est très hétéroclite, c'est très différent. Alors là, je suis quand même encore bien entourée de jeunes qui sortent aussi d'écoles de journalisme avec plein d'espoir. C'est des gens plutôt pas optimistes, mais qui ont des envies, qui ont plein de rêves, mais qui en même temps qui vont pas très bien en fait, parce que ils ont déjà conscience en fait, avant même de commencer leur carrière, que il y en a beaucoup qui ont il y en a beaucoup qui ont envie de faire des trucs pour, de bosser dans des médias et de parler d'écologie, mais qui ont l'impression que c'est un peu déjà une cause, pas une cause perdue, mais qui vont pas y arriver, quoi, que c'est déjà trop tard. Donc il y a beaucoup, c'est pas très, mon récit n'est pas très joyeux, mais du coup il y en a beaucoup aussi qui envisagent d'essayer un peu ça, et puis si ça marche pas, ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller créer des communautés autonomes ou se lancer dans le maraîchage justement. Moi j'en ai pas mal en école de journalisme autour de moi qui se sont dit on va tenter ça, et puis si ça marche pas, on tentera autre chose aussi. Et je pense que ça recoupe un peu avec toutes les réflexions autour du travail. Moi, autour de moi, du coup, j'ai beaucoup de jeunes et même moi, en fait, à un moment, je me suis calmée sur le journalisme. Je me suis dit, mais alors peut-être que je vais pas totalement réussir à vivre de ça, mais au pire, je vais faire autre chose et je vais quand même trouver moyen de faire vivre mes engagements, faire vivre mes valeurs, parce qu'aujourd'hui aussi, je pense que c'est impossible d'être heureux en s'accrochant uniquement à l'idée que je vais changer le monde avec le journalisme, tout comme je vais réussir à vivre financièrement peut-être avec ça. J'en sais rien. Et ma conception du travail a beaucoup changé. Et ça m'aide aujourd'hui à être plus sereine aussi. Et du coup, je connais beaucoup de gens aussi autour de moi qui sont dans cette démarche-là, de se dire... on va pas tout mettre sur un boulot et on va chercher, on va garder nos valeurs, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on veut le faire, et on va chercher toutes les manières de le faire associativement, en changeant de métier, en allant se former pour travailler avec la terre, enfin voilà.
Ouais. Là, je sais pas trop quoi dire. Voilà. Ouais, non, moi, ça va être un peu décevant, mais je vis et je travaille dans un ghetto de riches, parce qu'on est frontalier de la Suisse. Du coup, les questions écologiques, tout ça, c'est bien, ça anime bien nos repas du dimanche. Hein, mais après, on a quand même des grosses Tesla et des grosses Mercedes. Donc j'ai un peu honte de le dire. Hein, faudrait crever les pneus. Ouais. Ouais, mais c'est les gens qui me payent, du coup, je peux pas non plus complètement me serborder. Enfin, je pourrais me saboter, mais bon, je crève les pneus du tracteur, du coup. Non, mais du coup, c'est sachant ça, c'est aussi des questions qui sont vachement prégnantes dans les milieux dans lesquels j'évolue en ce moment, et notamment chez les jeunes. Même s'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est une carotte et comment ça pousse, il y en a aussi qui sont un peu plus âgés et qui partent au Groenland pour aller mesurer l'impact du changement climatique. Donc ils partent en avion pour aller mesurer l'impact du changement climatique au Groenland. Vous voyez un peu le paradoxe qui se dégage de cette image, qui est vrai, hein. Enfin, c'est un vrai truc qui est en train de se passer dans le village. Donc c'est juste pour dire que dans ces cercles-là, la jeunesse est consciente, peut-être pas forcément. Il y a quelque chose, quoi. C'est peut-être pas super étendu, évolué, quoi, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais on participe aussi à travailler dans des quartiers, avec des projets de politique de la ville, de remettre des jardins partagés, dans des choses comme ça. Et du coup, je suis aussi en lien avec d'autres publics et où il y a on a d'autres problématiques, quoi. Voilà. Ouais. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Non, sur tous les sujets dont on a parlé, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, mais moi, la jeunesse que j'ai rencontrée aussi ces dernières années, elle a été extrêmement, enfin surtout cette dernière année, extrêmement diverse, extrêmement variée. Effectivement, on parlait d'espace d'écoute, d'intergénérationnel, je suis d'accord. D'autant plus que c'est des engagements qui peuvent être très culpabilisants quand on est à l'extérieur. Et encore une fois, je pense que rien n'est évident selon effectivement nos priorités. Et en fait, c'est tout le schéma dont je vous parlais en France, c'est la campagne Provox. Et donc du coup, on fait justement dialoguer des jeunes avec des décideurs, de l'intergénérationnel, des jeunes ruraux, des jeunes dans des lycées privés, tout type d'association, tout type d'engagement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de puissant qu'il faut qu'on développe. On parle aussi de médiatisation. J'ai essayé de médiatiser le processus, c'est compliqué. C'est quelque chose d'institutionnalisé pour la jeunesse. C'est le plus grand mécanisme de participation citoyenne de l'Union européenne et c'est à destination des jeunes. Mais c'est pas que pour les jeunes, c'est justement de l'intergénérationnel. Donc je vous invite aussi à suivre et si vous pouvez mettre de la force vive aussi dans ce dialogue, vous êtes les bienvenus. Vraiment, 10 secondes. Et je suis pas payée pour dire ça. C'est par rapport à Colibri. Et on parlait de médias. Et justement, on a très peu parlé de la revue de Génération Bascule. Mais ça a été vraiment un grand espace de liberté pour nous, c'est-à-dire qu'on nous a vraiment confié le numéro. Donc on a été coordonné par Gabriel et on a vraiment été libre sur tout, sur les sujets. On a choisi l'illustratrice et vraiment le numéro est absolument magnifique. Vraiment, alors, moi je l'adore. Et vraiment, c'est rare d'avoir cet espace-là. Et c'était quand même un pari parce qu'on est des jeunes journalistes, jeunes diplômés, et c'est rare qu'on nous fasse confiance. En fait, il faut toujours faire ses preuves. Et là, on nous a vraiment laissé le numéro entre les mains. Alors bien sûr, il y a eu des relectures, tout le processus a été fait. Mais merci pour ça parce que c'est vraiment rare comme espace. Donc, voilà, mais c'est parfait. Merci. En plus, ils ont été payés. Pas beaucoup, mais payés. On a été rémunérés. C'est quand même... Voilà. Ça s'applaudit. Merci beaucoup, Pauline. Super. Alors, merci beaucoup à vous. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup pour ces témoignages sincères et qui nous ont fait voyager dans toute la France. Là, l'idée, c'est de faire... on a pris un tout petit peu de retard, donc ce sera 25 minutes d'échange en sous-groupe. Je pense qu'on va en faire 2. Et les intervenants vont se répartir dans les 2 sous-groupes. Donc je pense que les 2 journalistes vont faire un groupe. Les 3 garçons, parce que là c'est ce que vous avez en commun, donc les 3 garçons vont se mettre ensemble ou bien il y en a un qui part avec les journalistes. Et là l'idée c'est vraiment de
tout le monde parle. On se pose des questions, on n'est pas d'accord, on s'aime bien, on se fait des compliments ou pas. Voilà, c'est un espace de discussion, il va y en avoir 2. Et vous pouvez vous répartir assez librement. On peut faire un espace sur l'estrade là-bas, et puis un espace ici où on réarrange les chaises. Merci beaucoup.